Les Cruz vont-ils acheter une maison dans le West Village? Cathy est-elle enceinte? Qui prétend tuer pour se sentir vivant? Le récit prompteur, pourquoi Tom Cruise sert-il de mode de transport à un message chiffré? L'artiste anglais Andrew Mania a-t-il vraiment écrit « This is not a shoe » sur un modèle Converse All-Star? La firme a-t-elle réellement l'intention de changer le monde, d'éliminer le sida en Afrique? Où l'on apprend que l'actrice porno Katie Holmes aime les gâteaux au chocolat, où Cho Seung-hui exprime son admiration pour les auteurs de la tuerie du lycée Columbine, où l'on peut voir les premières photos de Tom Cruise en officier nazi, où George Clooney pousse la porte d'une boutique Nespresso et où Saddam Hussein, vaincu par les Américains, est condamné à mort, exécuté par pendaison. Au menu du livre 1, un suspense haletant, des scènes spectaculaires qui s'enchaînent à un rythme effréné. À chaque page, un spectacle excitant. Lecteur, es-tu prêt? C'est par cette simple question que l'on pourrait résumer la bande-annonce d'un récit survitaminé où l'auteur, dans un style qui vise l'épure, nous plonge au cœur de l'une de ses meilleures missions impossibles. Thème musical du film Minority Report, connaissance du schéma narratif. Je suis vivant, pense Cruise en saluant les photographes massés au pied de la passerelle. Un corps tonique, une alimentation légère, la garde-robe se répétait. Éclair des flashs, la zone est couverte par un satellite militaire de télédétection de type KH. Teint livide des analystes, une voix sort d'un haut-parleur. Vous avez été reconnu coupable et condamné. Bande-son atonale, chef-d'œuvre paranoïaque. La secrétaire d'État Condoleezza Rice préside une rencontre avec ses homologues russes, chinois, britanniques, français et allemands, de brèves nouvelles du monde. Indicateurs macroéconomiques, cartes thématiques, fiches régionales, industrie de l'armement, terrorisme et criminalité. Espace en recomposition, diplomatie, djihad mondial. Accomplir la prière par le cœur, par la langue, par la main, par l'épée. Le sol brûle sous nos pieds. Dans une salle de montage vidéo de Hollywood TV, une blonde sculpturale se hisse sur un tabouret. Déclenchement d'une sirène piézoélectrique de 116 décibels, exécution de Saddam Hussein. Candy sort de chez Ferragamo, Tom est en réunion avec Bryan Singer, le réalisateur de Valkyrie. Cathy et sa fille Souris sont à Paris, vent de sud modéré. Visite privée du Louvre, déjeuner au Bristol, shopping avenue Montaigne, jet à Orly. Tom et Bryan travaillent sur le script d'un film qui sera doté d'un budget de réalisation de 95 millions de dollars. Regarde CNN. Portrait de soldats américains morts en Irak, question de la torture. Coup de crosse sur un type menotté, d'après des faits réels. Son torse est nu, son visage recouvert d'une cagoule, sa peau éclate. Tom se redresse, il a un mouvement de recul et se tourne vers Bryan. La perfection du geste, des choses soudaines. Semtex, Formex, C4, nitro, chlorate de soude, halo de lumière agitée, il y eut un bruit sourd. Le Semtex est composé de pentrite, d'hexogène, de caoutchouc et d'huile de paraffine. Sa couleur est orange clair, il sent la gomme, demeurez en éveil. C'est le sens de la résurrection, la victoire de la vie, névrose, divan, style impeccable, ennui, paranoïa, hypertension artérielle avec symptomatologie en rapport, phase dépressive aiguë, le pays fonctionnait sous Xanax. Surenchère répressive, sécuritaire, morale, magnifique, imparfait. Rires obscènes, crise de larmes, maintien illusoire de la cohésion. Ignacio Ramonet publie un texte intitulé « Refondation de l'avenir ». Tom Cruise est à Séoul. La police de Phoenix vient de découvrir le corps sans vie de Hans David Schmidt. Tom Cruise est à Paris. Crépitement des flashs, cris du public, Bryan Singer écoute son iPod. Rythme nu, hypnotique, abîme électronique. Candy évoque l'option d'un bombardement de l'Iran. Les aéroports parisiens sont bloqués par les grèves. Accumulation de colère et de frustration, ordre des signes. Reconnu coupable de 48 meurtres,
Alexandre Pichouchkine est condamné à la prison à vie. Pousser des réacteurs, le Bangladesh sur les écrans. Cyclone, 10 000 morts, dernier chiffre. Je ne suis pas sourd, dit Pichouchkine au juge qui s'inquiète de savoir si le tueur à l'échiquier a bien entendu la sentence. Une case, c'est un mort. Surface plane, système de coordonnées cartésiennes. Autour du jeu, comme un bombardement, les accélérateurs de Parano, univers clos et convention. À Washington, dans les couloirs du Capitole, Désirée, Anita, Ali Ferrous, les mains peintes en rouge, accuse Condoleezza Rice d'être une criminelle de guerre. De retour dans sa propriété de Beverly Hills, Tom Cruise enfourche sa Virus 985 fabriquée sur mesure et baptisée Infinity. Sur le guidon, l'inscription COB pour Chief on Board, et c'est une belle journée. Elsa, le drone du ministère de l'Intérieur français survole la ville de Saint-Denis. Cathy est au téléphone, pendaison de Saddam. Prière, insulte, la trappe s'ouvre, corps happé par le vide. À Malibu, les hélicoptères bombardiers d'eau font le plein dans les piscines. Villa de stars en flammes, principe actif et rotation. Vous avez le sang de millions d'Irakiens sur vos mains, crie Ali Ferrouz avant d'être expulsé par la police. Je tue pour me sentir vivant, déclare Pichouchkine. Je ressens depuis longtemps l'envie de donner la mort. Victimes noyées dans les égouts, éviscérées, défenestrées, frappées à coups de marteau, d'égouts croissants. Jugé accessible à une sanction pénale par les experts, il encourt la réclusion à perpétuité. Meurtres obsessionnels, une régression à l'infini. Dans les montagnes du Colorado, une Buick couleur crème avale les kilomètres. Tom Cruise est au volant, sa main caresse la cuisse de Katie Holmes. Sourit et harnaché au siège arrière à côté de la photographe Annie Leibovitz. La photo du jour, l'œil sur eux, on ne parle que de ça. Ils font l'actu, c'est officiel, le résumé. Le mardi 4 décembre, à 10h du matin, George Bush, le regard triste et accablé, entre dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Une injonction, regardez-le. L'origine du monde, mythe, fable, virus, archétype, conte, métaphore de rupture. L'agent de la parole sort de sa veste des notes intitulées « Éléments de langage », les pose sur le pupitre. Climat de peur, storytelling. Vous avez joui d'une enfance extrêmement paisible, vos parents étaient travailleurs et aimants. Aucun divorce, pas d'ennemis proches. Votre expérience de la ville est celle d'une douce existence ordonnée à l'avenir prévisible. Explosion de violence, charge des forces anti-émeutes, rythmes brutaux et sons tranchants, arrestation et garde à vue. Vide tes poches, déshabille-toi, baisse ton slip, tous 3 fois. Georges Clooney saisit une capsule d'Arabica Gold, l'introduit dans une machine équipée d'un thermobloc et d'une pompe haute pression de 19 bars. Plan plongé sur la tasse, une goutte rebondit dans la mousse. Procédé du réel, rigueur monomaniaque des compositions, progression en milieu urbain, verrouillage des cibles, introduction d'un rat surexcité dans le rectum d'un ennemi. Étourdissement, voile noir piqué d'étoiles, constellation du sujet. Non, Tom Cruise n'est pas gay, déclare le détective Paul Barisi au magazine In Touch, après plusieurs mois d'enquête. Tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai entendu prouve qu'il est hétérosexuel, ne jamais lever l'option du doute. Cloner l'acteur, prolifération luxuriante des symptômes. Le récit prompteur Pourquoi Tom Cruise est une ligne, un flux qui s'inspire pour la forme du mode de défilement en continu des titres et dépêches d'agences de presse sur les écrans des chaînes d'information. Écrit sur un mode narratif constitué d'éléments provenant des fils d'actualité du web au lieu de la fiction, d'emprunts à la littérature, de références au cinéma, à la musique et à l'art, mais aussi de tout un contexte fictionnel original, il se caractérise par la prévisibilité des contenus, renvoie sans cesse à son déjà dit. Figure du récit et non sujet, Tom Cruise y incarne l'hypermoi paranoïaque, décomplexé, terrorisé, organisé, jeune et durable des temps hypermodernes. Un hyper-Cruise, pour un hypersonnage, marque absolue d'une modernité élevée à la puissance superlative, je cite Gilles Lipovetsky, mais aussi masque derrière lequel j'écris mon propre chant. Que dit Ulrich, le personnage de l'homme sans qualité ?
À la foule massée dans les gradins du Los Angeles Memorial Coliseum, sur quel type d'avion de chasse Tom Cruise fait-il peindre Kiss Me Kate ? Qui se jette du haut de la lettre H du panneau Hollywood ? Qui est ce personnage qui demande sur Twitter jusqu'où ira le génie français ? Qui est cette femme qui souffre d'amnésie ? En quoi la dissolution du héros est-elle déjà sensible dans les procédés stendhaliens ? Où l'on retrouve la hardeuse Jenna Young sur le tournage d'une scène interraciale et où l'agent de Cathy Holmes affirme que l'actrice n'est pas toxico-dépendante. Au menu du livre 2, une intrigue palpitante et un lot de cascades toujours plus dingues. À chaque page, sa folle séquence. Lecteur, es-tu prêt ? C'est par cette simple question que l'on pourrait résumer la bande-annonce d'un récit qui transfigure le mouvement hyperbolique et la violence exaspérée à travers une touche très originale de poésie et de romantisme. Rapprochement de situations criminelles par leur mise en lien, mouvement prévisible, sérialité. Tom Cruise perd là son statut de héros bondissant, spectaculaire et hystérique. Planéité du symptôme, de quoi est-il le nom ? La scène se joue et se rejoue sur le teint des miroirs démontés du labyrinthe de la Dame de Shanghai, posés au sol comme le seraient des dalles de Karl André. Pure détermination de l'œuvre, déploiement du récit. Cruise vient-il d'être nommé nouveau Christ de l'Église de Scientologie, titre le Los Angeles Daily News. La star pilote une Formule 1 Red Bull sur le circuit Willow Springs à Rosamond, assiste à un concert de Katy Perry, regrette que sa fille refuse de jouer avec les enfants de la section sport du New York Chelsea Pierce, engage un coach qui va lui apprendre à se faire des amis. Il prend la pause pour une affiche de Mission Impossible 4, monte à bord de son jet et rejoint par Robert Duval au casting de One Shot, inscrit Souris à la New Village Leadership Academy, une école liée à l'église de Scientologie, arrive à Pittsburgh, dîne avec Werner Herzog qui joue le rôle de Zek dans One Shot, assiste au mariage du producteur exécutif de Mission Impossible, invite sa femme à dîner chez Isabella on Grandview où ils fêtent leur 5e anniversaire de mariage, est à Dubaï pour la première de Ghost Protocol, est accusé de surmédiatiser sa fille, est toujours bankable, fascine Léa Seydoux, annonce un Top Gun 2, dévale tête en bas la façade de la Burj Khalifa, engage des figurants pour l'applaudir à son arrivée à Mumbai, s'envole pour Londres. Mission Impossible 4 est numéro 1 au box-office US avec 62 millions de dollars de recettes en 10 jours. Tom déjeune en famille au Bouchon, un restaurant français de Beverly Hills. Il règle son détecteur d'aliens sur hypersensible, se fait faire un soin du visage au placenta humain, chante comme un dieu dans Rock of Ages, emmène Souris à Disneyland où ils sont photographiés dans une tasse à thé, fait une apparition glamourissime avec Cathy sur le tapis rouge de la traditionnelle Oscar Party organisée par Vanity Fair. Ok, tu dois apprendre à sauter d'un gratte-ciel à minuit, dit-il à son fils Connor. Une tête appartenant à un homme âgé d'une quarantaine d'années est découverte par des promeneurs sur un sentier menant au panneau Hollywood que le soleil éclaire dans sa course. En France, dans la ville de Toulouse, un homme équipé d'une mini-caméra sanglée sur la poitrine abat Jonathan Sandler, rabbin et professeur à l'école juive Ozar HaTorah, et ses 2 fils, Gabriel et Hayé, âgés de 3 et 6 ans. Il blesse grièvement Aaron Bijaoui, 15 ans, tire dans la tempe de Myriam Monsonego, 8 ans, s'enfuit sur un scooter. En Russie, les membres du groupe de punk rock féministe Pussy Riot sont placés en détention pour avoir profané l'autel de la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. Je vais rouler dans le désert et disparaître, écrit Gary sur sa page Facebook, un nuage de poussière et un coyote. Une version du cri du peintre norvégien Edvard Munch est adjugé 120 millions de dollars à New York par Sotheby's. Luca Rocco Magnotta met en ligne une vidéo intitulée One Lunatic, One I Speak, où l'on voit le Canadien poignarder Lin Jun, un étudiant chinois, ligoté sur un lit. Il l'égorge, le décapite, le démembre sur la musique de True Face, lui découpe un morceau de fesse, le mange, saisit un des bras amputés, se branle dans les doigts morts, encule le tronc de sa victime. Je me sens tellement extraordinaire, chante Bernard Sumner, une véritable foi. Debout devant un miroir, Lucas met du rouge sur ses lèvres. Le matelas est imbibé de sang, le tronc gît.
La porte du frigo est ouverte, la tête de Lin Jun repose sur une clayette. Je ne suis pas homosexuel, mais si je l'étais, je m'épouserais et je serais obsédé par moi, écrit le psychopathe sur son site web, et il fait à peine jour. Tom est en discussion avec Clint Eastwood pour incarner Kurt Cobain dans A Star is Born, appelle sa sœur, aime sa femme, déclare n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique, jouera dans un reboot de Van Helsing, fait la cover de W Magazine, divorce. Un flacon contenant de l'eau de la piscine du Soho Hotel de Miami, dans laquelle il s'est baigné, est en vente sur eBay. Faites-vous plaisir. Reconnu coupable d'incitation à la haine religieuse et de hooliganisme pour avoir chanté une prière punk appelant la Sainte Vierge à chasser Vladimir Poutine, les Pussy Riot sont condamnés à 2 ans d'enfermement. Corps circulant, la ville comme scène. Angle, point de fuite, plan plongé, carrefour, zone de transit, quai de gare, tunnels et ascenseurs. Tout fusionne dans un cours commun. Des équipes d'opérateurs disposant des meilleurs logiciels pour l'interprétation automatique de l'information vidéo exploitent les données de l'intégralité des enregistreurs numériques installés dans l'espace urbain. Tom s'envole pour l'Islande. Début du tournage d'Oblivion, il fête ses 50 ans. Cathy Holmes craint que les dirigeants scientologues ne la considèrent désormais comme une menace. La caméra utilisée par Breivik pour filmer le massacre d'Utoya reste introuvable. Tom applique sur son visage un masque constitué de fientes de rossignol, de sonderies et d'eau, est très affecté par le suicide de Tony Scott, croise Liam Gallagher dans un couloir du Regent Hotel à Berlin, lui dit qu'il n'a pas du tout apprécié de se faire traiter de petit bâtard dans le documentaire Lord Don't Slow Me Down sorti en 2007. Je hais Tom Cruise, avait également affirmé l'ex-chanteur d'Oasis, est à Londres avec Connor, perd 6 kilos en 3 semaines, offre à sa fille une nuit exclusive dans le château de Cendrillon, se fait livrer des plateaux de fruits de mer qu'il mange avec ses gardes du corps. Amanda Lundberg, son porte-parole, déclare « Kate a demandé le divorce et Tom est profondément attristé ». Un énorme volume d'imagerie sensationnelle et souvent toxique inonde nos esprits et son contenu est pour la plus grande part fictionnel, écrit James Graham Ballard dans La Foire aux atrocités. Qu'arrive-t-il au niveau de nos esprits inconscients lorsqu'en quelques minutes, sur le même écran, un Premier ministre est assassiné, une comédienne fait l'amour, un enfant blessé est extrait d'une carcasse de voiture accidentée? Qu'arrive-t-il quand, sur une même page de Pourquoi Tom Cruise, Arthur Rimbaud fait un selfie devant le cadavre d'un rebelle syrien exécuté d'une balle dans la tête, poste l'image sur Instagram, que Jenna Yang, qui vient de tourner une extrême hardcore fucking scène, de sa baignoire émerge et passe ses mains dans ses cheveux qu'elle essore assise, que les habitants d'une petite ville de France grossissent les rangs d'une marche blanche et scandent plus jamais ça, que le colonel turc Uzan Sahin écrit sur WhatsApp lors de ce qui est présenté comme une tentative de coup d'État, qu'il embrasse les yeux de ses amis policiers d'Istanbul, qu'Antonio Cara, un chauffeur de taxi embourbé dans le souvenir de quelques malheureuses fiancées, arrive à hauteur du 1077 Woodland Drive, et c'est tout près de chez Ed Rouchet, que les dieux et Kafka donnent des coups de hache dans la mer gelée, que Robert Musil cherche une cafétéria ou une station-service avec des toilettes, que la loi autorisant le mariage pour tous est promulguée en France, que Tom Cruise est dans un ascenseur de l'American Garden Building avec Patrick Bateman et lui fait remarquer qu'il saigne du nez, et que Jean-Jacques Schull, qui s'appuie sur sa canne, longe les immeubles de la rue de Varennes, rentre chez lui. Paris est une ville érotique et inspirante, déclare Prince, qui vient de donner 2 concerts, All Day, All Night, sous la nef du Grand Palais. Parlez-moi de Dieu, dit le nain pourpre à un journaliste qui s'inquiète de savoir sur quel sujet il aimerait être interrogé. Je veux accomplir ce qu'est la vocation de la France, affirme Sarkozy. La réunion a lieu à l'Élysée, dans le Salon Vert. Sont présents Christian Frémont, son directeur de cabinet, Henri Guénaud, son conseiller spécial, Claude Guéant, le secrétaire général de la présidence de la République. Il martèle son message, se tourne vers Guénaud. Hein, Henri ? À 22h, il arrive chez sa femme. Ils mangent une salade de brocoli, des pommes de terre aux truffes, des fraises. Il allume un cigare, appelle sa mère. Assise sur un sofa, Carla regarde un épisode des Experts Miami. Avoir des relations sexuelles avec moi, c'est comme voler, confie Tom Cruise, interviewé par Jay Leno pour NBC.
J'essaye d'exceller dans tous les domaines, dit-il encore, développement personnel. Il vient de renoncer à faire suivre un enseignement scientologue à Souris, qui sera bientôt inscrite au Catholic Charities Yogi Center, Boston, Massachusetts. Cette robe ne te met pas en valeur, dit-il à Cathy, l'actrice qui est en couverture du numéro de novembre du Elle Magazine US, retrouve sa mère pour une journée shopping. L'adorable souris porte une paire de ballerines léopard. Cathy lui tient la main. Température extérieure 24 degrés Celsius, ciel dégagé, visibilité 16 km, plafond illimité, humidité 71%. Dans sa préface à l'édition danoise de la Foire aux atrocités, Ballard affirme que les années 1970 seront celles d'une fictionnalisation totale de toute expérience. Pourquoi Tom Cruise ? C'est l'expérience réalisée. La réeffectuation du monde est sur la base d'un protocole intitulé « Plus on avance ». C'est écrit en un seul bloc, sans paragraphe et sans alinéa. Pas de possibilité d'histoire ni de montée en puissance d'une intrigue, mais à chaque phrase une même pression. Ou comment rendre à la littérature ce qui appartient à la fiction. Stratégie esthétique, fermeté du programme, accumulation infinie d'intervalles équivalents, structure cyclique, suite récurrente, effet miroir et symétrie, récit prompteur. Héros de l'obstination inflexible, Tom Cruise recharge son arme, ouvre une porte, pénètre dans une pièce. Sachez que le cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l'ombre, la fièvre qui palpe mon visage avec son moignon, et c'est lautréamment qu'il dit, chaque animal impur qui dresse sa griffe sanglante, eh bien c'est ma volonté qui, pour donner un aliment stable à son activité perpétuelle, les fait tourner en rond. Cruise est cet animal, ce générateur de texte, et je suis ce garçon aveugle qui court avec un grand chien en laisse. Double mouvement d'apparition et de dilution du personnage qui, bien qu'omniprésent dans le récit, aliment stable à son activité, il disparaît. La Buick de David Mickiewicz, le numéro 1 de l'église de Scientologie, démarre. Tom signe des autographes. Ce voyage est un soupir vers toi, me dit Alina Gros, une stimulante invraisemblance. Ses veines jaillissent de son corps délié et elle m'embrasse. Elle me montre sa technique gorge profonde pour avaler une banane. Je glisse mes pieds dans ses escarpins Dries Van Noten en cuir cognac. Elle bave sur son t-shirt Bloody Period. Je marche le long d'une ligne imaginaire. Éclair des flashs, podium. Anna Wintour me regarde me déhancher. Je crains d'avoir une érection. Prise de convulsion, Alina vomit les restes, à demi digérés. Des rigatoni à la matriciana et des paupiettes aux pignons et raisins de Corinthe sur le parquet, un long poème halluciné. J'aimerais bien faire ardeur, je lui dis plus tard. On regarde des vidéos sur YouPorn, fin paisible et mélancolique. Il fallait qu'à l'idée de chaque crime et des avantages qu'on en attend soit associée l'idée d'un châtiment déterminé, règle de la certitude parfaite. Jenna Yang tourne une scène lesbienne, Cathy Holmes mange du pop-corn au beurre en regardant le Oprah Winfrey Show. Souris Cruise dort, Nicolas Sarkozy prononce un discours, Carla Bruni déclare ne pas être une politique, Victoria Beckham se limite à 1000 calories par jour, Patrick Bateman coupe la langue de Bethany Williams, Cameron Diaz essaie une paire de sandales, Sergio Rossi. Cri samplé, démarche ultra-brutiste, envolée des synthés de surf solar de Fuck Buttons. Rythmique haletante, dégradation sensorielle, montée constante d'adrénaline, tout fait décor et référence. Un blogueur japonais publie la photo d'un rat photographié sur Mars par le robot explorateur Curiosity. La carcasse d'un monstre marin non identifié est découverte dans la baie de l'Abondance en Nouvelle-Zélande. L'Iran déploie des lanceurs de missiles longue portée. Le site E-News annonce que Beyoncé serait enceinte de son deuxième enfant. La business bomb est en tournée. Fessé à Copenhague, chahuté à Belgrade, épuisé à Anvers et menacé à Londres, la pression monte autour de la diva. J'ai juste besoin de repos, dit-elle à Jay-Z. On enlève leur bagage. C'est toi l'écrivain, me demande-t-il en se tournant vers moi. Beyoncé fume sur le balcon et je dis oui, presque aussitôt. Et sans doute, notre temps, affirme Guy Debord, dans la société du spectacle, préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Aujourd'hui, le spectacle, qui n'est plus tout à fait celui dont les situs firent la critique, mais qui reste une affaire de propriétaires,
et totale, distribuée à la demande et en mode continu, augmentée d'une réalité devenue vecteur de communication, stéréotype que les agents du spectaculaire réalisés, pour décliner le concept de Bordien, agitent devant l'écran du capitalisme avancé. Doubler le pouvoir hypnotique du spectacle d'une bonne dose de réel certifié, une obsession contemporaine, c'est l'assurance de gagner en points d'audience. Le marketing produit, la sémantique politique rivalise de référence à l'authentique, au vrai, au traçable, au terroir comme au terrain. Et la représentation se veut toujours plus réaliste. On ne suggère plus la décollation, on l'exécute. Version 3D et en gros plan. Hollywood et Daesh, de ce point de vue, même combat. Méliès et ses décors en carton-pâte, l'une plus vraie que la vraie, fiction qui nous rapproche de ce que nous sommes, c'est de la préhistoire. Le nouveau contrat consiste à ne pas voir le truc ou à le révéler, ce qui revient au même. La séparation censée distinguer la salle de la scène devient cette zone grise où chacun est l'acteur de son propre regard. Déréliction, selfies au bord du vide. Le chaos risque de durer, avertissent les experts. Tout semble converger vers un point explosif. Quête mystique d'un monde sans objet, multitude infinie des significations. Quelqu'un s'occupe des conditions de Dieu, un autre prend des mesures pour rendre la vie meilleure et plus sûre, pour ne pas dire durable. Un troisième affirme que la décomposition atteint son apogée. Une hypothèse vérifiable est en cours d'élaboration. Les ambitions des mécontents sont grossières et modestes. L'information mainstream, massivement partagée sur les réseaux sociaux, est dupliquée par ses consommateurs, même servitude volontaire. Les associations, les groupes, les lobbies animés par une dynamique de la purification de plus en plus puissants et agressifs, forts d'un relatif abandon du politique. L'islamisme est loin d'être la seule force active sur le front de la réaction, cible les œuvres non conformes et se comporte en Rottweiler du référé quand il ne décime pas la rédaction de Charlie Hebdo. L'artiste Ai Weiwei rejoue la photographie du cadavre d'Elan Kurdi, l'enfant kurde échoué sur une plage turque, la banque des désirs d'émancipation et la propriété de Google. À Paris, la pluie tombe. Un rayon de soleil perce à travers l'horrible et continuel ciel gris, disparaît. Sur les plateaux de tournage, les lampes ne s'éteignent jamais. De ce spectacle, de ce monde de contrôle et de fidèles, dont le cube de verre qui donne accès à l'Apple Store sur la 5e avenue à New York et la Kaaba, le cube noir de la grande mosquée de la Mecque seraient les géométriques symboles, big data d'un côté et fou de Dieu de l'autre, de cette fiction augmentée de réel, de cette scène où la capacité à voir, à tenir à distance l'illusion esthétique est mise à mal par de nouveaux artifices, de nouveaux simulacres, où la mort doit faire vrai, toujours plus vrai, mais qui tient la vraie mort à distance, de ce spectacle. Donc, je peux dire que le récit prompteur est une réplique au sens sismique du terme, une secousse secondaire, augmentée de la bibliothèque. Présent nécessairement inactuel, affirmation publique. Kristen Stewart fait le plein de son SUV à la Rafix Union 76 sur Hyperion Avenue. Il y a un mec avec un polo gris Good Time qui passe près d'elle et se retourne, et Matthew Judd, le photographe planqué sur le parking en face de la station-service, zoome sur l'actrice. Elle porte une casquette bleue Mercenaries, claque la portière de sa bagnole, démarre, s'engage sur Griffith Park Boulevard, freine parce qu'un coyote surgit devant ses roues et disparaît derrière une camionnette de l'opérateur du câble Time Warner, garé à l'angle de Saint-Angus, mythe de la création. L'animal donne des coups de patte à une boule composée de boue et d'excréments, grondement de tonnerre. Les premiers hommes se lèvent, s'avancent. Et si on allait claquer plein de fric, disent-ils, et la fanfare de l'UCLA Bruin Marching Band, Pom-Pom Girls en tête, défile sur l'air del Toro Caliente. Nécessité impérieuse du mouvement, le besoin d'établir des colonies à travers tout le système solaire, l'enfer lui-même souffle la contagion du monde. Incrédulité à l'égard des métarécits, triomphe de la globalisation néolibérale, essor des fanatismes identitaires, mêlées confuses et meurtrières, ruines fébriles, réseau de malades, casting de dingue, écran global. Ce sont des images de foule, des peuples sous Xanax, des groupes protestataires, des forces anti-émeutes, des tueurs de masse et des paparazzis.
Ce sont des centaines de milliers de photos de souris Cruz. Ce sont des catastrophes, des accidents, des déplacements, des attentats, des scènes de sexe sur des tournages porno. Ce sont des ardeurs et ce sont des névroses, des manifestes transhumanistes et des technoprophètes. C'est une scansion qui se déroule à l'infini. C'est la répétition impérieuse d'un même son étiré au maximum de ses fréquences. C'est l'ensemble rigoureusement ordonné des motifs assujettis à la surface. C'est la parole fixée de la logique du récit qui commande et jamais ne doute. Méthode de travail, montage littéraire. Et j'emprunte la formule à Walter Benjamin. Il peut arriver que l'on demande à un interprète de tressaillir après avoir entendu frapper à une porte, processus perceptible. Et puis, en un temps record, le son d'une voix. Wake up, wake up. Lumière nouvelle, répétition, danse. Chorégraphie paroxystique jouant sur le souffle, la respiration, l'apnée, l'asphyxie, l'inspiration, l'expiration. Organisation spéciale, trame sous-jacente géométrique, élan vital. Les rassemblements de masse à la mémoire des victimes d'attentats terroristes s'étirent le long des avenues, les flammes vacillantes des rituels bougies déposées au pied des mémoriaux par des dos qui se courbent scintillent sur les plateaux des journaux télévisés. La sidération le dispute à l'ineffable, des bâches recouvrent des corps sans vie. La France, pays formé à la fin du Haut Moyen-Âge, situé à l'extrémité occidentale du continent européen, est, je cite, sous le choc et saisi par l'effroi. Bruit du zip de la fermeture d'un sac mortuaire, cadavre, et c'est toujours le même, que l'on soulève. Cheikh Abou Mohamed Al-Adnani, le porte-parole de l'État islamique, abattu lors d'une frappe aérienne menée par la coalition sur la province d'Alep en Syrie, rejoint les martyrs et les héros ayant défendu l'islam et combattu les ennemis de Dieu, disjonctions opérantes. Ça semble devoir continuer, mais ça s'arrête au milieu d'une phrase. Être tué est une victoire, et ça oppose deux mondes. Nous sommes en présence d'un corps de sexe masculin, mesurant 1,83 m, de corpulence maigre, vêtu d'un slip. Traumatisme pénétrant de l'abdomen, je fais sécher mon exemplaire du livre 2 de Pourquoi Tom Cruise tombé dans la baignoire. N'as-tu jamais eu d'expérience, d'aventure, qui n'était pas risquée, qui était agréable, me demande Sean Penn, et on déjeune chez Lip. Quelle propriété géniale et fructueuse à la littérature, cette liberté dans la construction des trames. Je suis la pire des mères, dit Sharon à son fils, une esthétique photomaton. Éclair d'un flash, restitution froide et maîtrisée de l'identité x4, vérité glaçante de l'existence, image qui révèle un certain naufrage, cette façon qu'a l'œil de tomber, de ne pas savoir où se poser. Humpy raccroche, regarde Fox News. Les sionistes sont la source du désastre, assure Mel Gibson, qui affirme vouloir les combattre, et la journaliste se dit qu'ils sont vraiment très bons. La star fait passer son téléphone d'une main à l'autre et croise les jambes. Fred Astaire finit par chasser les ombres géantes qui dansaient derrière lui et reste seul sur scène. Claquement des claquettes, industrie des histoires. Est-il vrai que vous ne mangez que de la viande crue demande Alison Hopweiner à Mel. Soclé. Sa chaise repose sur une petite estrade. Cadré. L'acteur se tourne vers son attaché de presse. L'espace de mort qui s'ouvre à lui se referme aussitôt. La gravité de son destin s'efface. La figure statufiée sourit, se penche, saisit une petite bouteille d'eau. Alison Hopweiner s'agite, consulte ses notes. C'est le lendemain, au clair d'une aube d'hiver, qu'elle s'envole pour Paris. Et c'est par une journée ensoleillée de 1967 que Mason Williams, assis à l'arrière d'une Buick Le Sabre modèle 1963 conduite à vive allure par Ed Rouchet, balance une machine à écrire de marque Royal sur l'autoroute US 91. Patrick Blackwell fait des images, un livre intitulé Royal Road Test sera édité. 1000 exemplaires d'un album à spirale plastifiée blanche, 36 photographies en noir et blanc. Gibson autorise une dernière question. L'heure n'est pas au bilan, dit-il, et il se lève. Persuadé que la consommation de viande crue retarde les effets du vieillissement, il mord Alison à la joue, arrache un morceau de chair, effluve de son parfum, sonnerie de son portable. Dans le désert du Nevada, Le Sabre d'Ed Rouchet avale les kilomètres. Paysage plat, comme un rectangle.
Acclamée par les enfants d'un camp pour orphelins de Port-au-Prince, Angelina Jolie signe des autographes. L'ambassadrice de bonne volonté auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visite un hôpital de campagne de Médecins sans frontières, fait le don d'1 million de dollars à l'ONG. Vidéo de son shooting à 16 ans, elle poursuit son combat. Des looks terriblement sensuels, tournée mondiale. Après New York et Berlin, on la retrouve à Londres. Robe bustier Emporio Armani scintillant à Rome, jupe crayon à Paris. À leur descente d'hélicoptère, Tom et David, accueillis par 2 gardes du corps, s'engouffrent dans une berline. Sinistre et paranoïaque, Randy Thompson, le chauffeur de Miscavige, démarre. Un nouveau désespoir frappe un nombre de plus en plus grand de sujets. Des désordres de type narcissique constituent la majeure partie des troubles psychiques traités par les thérapeutes, et je lis ça dans L'air du vide. La réponse scientologue consiste à débarrasser les fidèles des âmes des extraterrestres, appelés tétans, qui les habitent, les parasites. Il s'agit d'identifier et de réduire de manière systématique la diffusion inconsciente d'images mentales négatives nommées engrammes, vieille somme de débris ruinés. J'aime les héros s'ils nous apprennent quelque chose, affirme Allen Ginsberg dans sa préface au livre de Victor Bockris, Conversation, William Burroughs, Andy Warhol. J'ai beaucoup appris de Jack Kerouac, poursuit-il, mon héros. Je n'apprends rien de Tom Cruise, il n'est pas mon héros, il s'est juste imposé à moi. Parce qu'il incarne une forme délirante, paranoïaque du rêve américain, avec pour corollaire la bien nommée vision dichotomique du monde. Parce qu'il consomme du religieux et qu'il occupe une place majeure au sommet de la hiérarchie d'une communauté de croyants regroupée au sein d'une église qui œuvre pour la paix sur terre et le salut de l'homme. Parce que c'est un adepte du Karcher. Devons-nous nettoyer ce monde, clame-t-il en 2004, devant une assemblée de membres de la scientologie, comme le fit avant lui Joseph Goebbels, qui, le 18 février 1943, exhortait 15 000 délégués de l'Allemagne nazie, « Voulez-vous la guerre totale ?» Parce qu'il n'existe aucune différence, aucun espace entre le personnage public et l'homme privé. Parce que l'acteur bodybuildé, pur produit des années Reagan, icône gay et roi du box-office, n'est jamais descendu du F-14 qu'il pilote dans Top Gun en 1986, l'année où l'artiste Jeff Koons, ancien courtier en matières premières, c'est ainsi qu'il est le plus souvent présenté, réalise son Inflatable Rabbit et où Philippe Solers donne son Paradis 2. Ronald Reagan est alors président des États-Unis. Patrick Bateman s'enfonce dans la psychose. Mais aussi parce que c'est un corps. À l'instar des catcheurs de Roland Barthes qui, je cite, savent parfaitement infléchir les épisodes spontanés du combat vers l'image que le public se fait des grands thèmes merveilleux de sa mythologie, Cruise donne au spectateur ce qu'il s'attend à voir, et plus. Comme le querelle de Jean Genet, dont Solers dit qu'il reste la plus grande invention de l'écrivain, prétexte à la conscience nerveuse et cellulaire de soi, leçon d'anatomie en mouvement, et quelle que soit la scène, il nous fait sentir la présence silencieuse de chaque muscle s'accordant avec tous les autres. Des yeux au bout des doigts. Il exécute un saut de l'ange, déploie son aile, crépitement des flashs, murmure de l'abîme, force obscure du récit. Pourquoi Tom Cruise ? C'est l'instance de désublimation, acceptation du monde donné et la preuve du contraire. C'est l'art de la collision et le battement des phrases. C'est le beat de l'auteur, sa pure rythmique de l'être. Un groom, muni d'un trousseau de clés en or, ouvre une porte-fenêtre donnant sur le balcon d'une suite impériale. Tom lui file un pourboire. Lit rond, recouvert de fourrure noire, bruit de fond permanent. Chop-chop des pales des rotors des hélicoptères, sifflement des pneus du vélo de Lance Armstrong roulant sur l'asphalte, cliquetis métallique des araignées de Minority Report, son mat du ping-pong de Plastic Man. Pulsation, claquement sec, l'art du mix. Je voulais des personnages sans psychologie, dit Jean-Jacques Schull dans une interview pour son livre « Entrée des fantômes » paru en 2010. L'auteur de Rose Poussière, 1972, puis de Telex numéro 1, 1976, précise « J'aime ces figures un peu vides ». De retour de Séville, Tom creuse un trou dans le parc de sa villa. Pelle neuve, pleine lune. Éclat du métal, il se met à pleuvoir. Circonstance crépusculaire, mâchoire serrée du dernier samouraï.
J'ai été frappé par le code japonais du Bushido, a-t-il déclaré. Compassion, responsabilité, intégrité, loyauté sont des valeurs auxquelles je m'identifie depuis 20 ans que je pratique la scientologie. Il s'appuie debout au tronc d'un arbre et de sa main essuie la sueur sur son front mâle et doux. Naufrage du jeu dans le flux convulsif et indistinct des choses, je cite Enrique Villamatas, présence culturelle de voitures calcinées. Luc, le héros du film de Buster Keaton et Edward Sedgwick, le caméraman, sorti en 1928, est là. Il capte des images destinées au service des nouvelles de la MGM, dont la devise est Ars Gratia Artis, l'art pour l'art. Choisit l'angle, traque le cadre. Volonté de s'inscrire seul dans l'irréalité, écrit Villamatas, de se nourrir du sang des œuvres d'autrui avec la fierté du vampire. Fulgurance de mobilité, simulacre de dialogue, double jeu et manipulation. Le pire était à venir, mais qu'il savait, déclare Leni Riefenstahl 30 ans après le tournage du film de propagande nazie, Le triomphe de la volonté, réalisé en 1934 et qui obtient la coupe Mussolini à la Mostra de Venise en 1938. L'impuissance à nommer est le signe d'un trouble, dit Roland Barthes. J'ai nommé ce trouble en 2010 et ça a tout de suite été beaucoup mieux. Le titre du récit, qui fait notamment référence aux nombreux articles de la presse People consacrés à la star, pourquoi Tom Cruise boycotte Paris? Pourquoi a-t-il une incisive au milieu du visage? Pourquoi ne peut-il quitter la scientologie? Pourquoi n'a-t-il pas d'Oscar? Pourquoi ne voit-il pas sa fille souris? Pourquoi est-il si populaire? Pourquoi est-il la dernière grande star à Hollywood? Etc. est composé sans point d'interrogation, ce qui signifie qu'il n'interroge pas vraiment sur la cause ou la finalité d'une action ou d'un fait. La pendaison de Saddam Hussein, la publicité Nespresso, la dérive de l'Airbus du vol Air France Rio-Paris craché en mer en 2009, qui flotte toujours entre deux eaux, sont des images récurrentes du texte publié en 2010 que j'ai revu et augmenté en 2015, passant le temps du récit du passé au présent. La secrétaire d'État Condoleezza Rice s'achète des chaussures chez Ferragamo sur Madison Avenue. Tom Cruise et David Miscavige déjeunent chez Baldi sur Cannon Drive. L'actrice porno Katie Holmes, qui vient de se faire démolir le trou du cul de façon vraiment sauvage par un étalon plutôt bien membré, affirme que le choix de son pseudonyme est un hommage à la femme de Cruise qui a toujours su incarner l'innocence et la pureté dans la vie comme à l'écran. Tom, qui prétend porter des jeans et des chaussettes trouées, soutient Barack Obama, le candidat noir à l'élection présidentielle américaine. Messianisme de masse, le sénateur démocrate en rédempteur des Blancs. Si vous étiez médium, que prédiriez-vous pour l'avenir? Demande Jordan Crandall à Andy Warhol pour Splash en 1986. Que le monde est rond, répond l'artiste. Des personnages dont on ne devine jamais la motivation, exclus du script, œuvrent en marge. Tension, réalité perceptuelle, position prescriptive. Nicolas Sarkozy, qui délivre un message de foi et d'espérance, une grande ambition pour la France, une nouvelle renaissance, prononce 46 fois dans un même discours le mot « civilisation ». Le sol vibre, l'histoire gronde de paroles ressassées, mais peut-être demain. Les jeunes bourgeois politisés boivent des mojitos dans des bars non-fumeurs. Mikhail Gorbatchev, alors âgé de 76 ans, est photographié à l'arrière d'une Rolls-Royce par Annie Leibovitz pour Vuitton. Légende. Mur de Berlin, de retour d'une conférence. Reste pétrifié, des tirs de roquettes visent la zone verte à Bagdad. Les flics quadrillent Paris, l'espace a tendance à fuir. Rien ne t'a préparé à ce que tu vas lire ici, proclame l'éditeur d'Andrew Morton en couverture de la bio non autorisée de Tom Cruise, qui sort de la douche. 2 secondes hyper modernes plus tard, la star avale 300 mg de poudre d'huile de poisson riche en oméga 3, 10 mg de vitamine E. Cathy achète ses cadeaux de Noël. Où s'enfuir? Si la Terre est une sphère, écrit Arnaud Schmitt dans Léviathan, et c'est une bonne question.
L'éruption du volcan Eyjafjallajökull dans le sud de l'Islande, le nuage de particules qui entraîne une paralysie du trafic aérien mondial, l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon située dans le golfe du Mexique, les millions de litres d'hydrocarbures qui se déversent quotidiennement dans l'océan, les incendies de forêt, les flammes qui menacent Moscou, les cendres qui recouvrent la capitale russe, 3 éléments majeurs de l'année 2010, sont dans le livre 2 de Pourquoi Tom Cruise, sorti fin 2015. Mais aussi un nombre considérable de catastrophes aériennes, des psychopathes et des vampires blafards. On fait la connaissance de Sam Ritchie. Il s'agit du personnage qui, dans mon récit, incarne la figure du tueur professionnel. On croise Alina Gros, étudiante en littérature et auteure de 24 heures porno, partouze géante qu'elle veut tourner dans la Farnworth House de Miss Van der Rohe. On apprend que Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France cycliste, collectionne les peintures de l'artiste Ed Ruscha. Arthur Rimbaud, qui est en garde à vue, affirme que sa conduite est irréprochable. Patrick Bateman mange une salade d'endives carottes. Anders Behring Breivik, qui veut épurer l'Europe de la gauche multiculturaliste et de l'islam, tue 69 personnes. Victoria Beckham apaise ses tensions intérieures. Nicolas Sarkozy muscle son périnée et court avec sa coach. Angelina Jolie appelle à renforcer l'aide aux réfugiés syriens. Luca Rocco Magnotta égorge un étudiant chinois avant de le découper. Jenna Yang, ardeuse piquante, a des cernes sombres sous les yeux et le rouge qu'elle a sur ses lèvres tranche sur son visage blême. Représentation spectaculaire de l'homme vivant, culte du désir et de son accomplissement immédiat. Puissance de destruction, stratégie de conquête, la croissance comme destin. Prétention à l'universalité, nouvel ordre, nouvelle ivresse, et au final, nouveau camp et nouveau charnier. La foule se presse à l'entrée du Los Angeles Memorial Coliseum, envahit les gradins. Spasme libérateur, l'enceinte vibre et gronde et la clameur résonne et Ulrich, le personnage de l'homme sans qualité, debout au centre du terrain, un micro à la main, réaffirme que notre vie devrait être totalement et uniquement littérature. Bret Easton Ellis dîne seul chez Mr. Shaw, horizon dystopique. Bar à la vapeur avec gingembre et coriandre, l'aura sulfureuse de l'écrivain mondain cocaïnomane disparaît derrière le chariot des meilleurs champagnes. Théou écrit Vanessa Paradis, debout dans une cuisine d'une villa de West Hollywood acquise par Johnny Depp en 1996, dernière demeure de Bela Lugosi. On entend le bip d'un four à micro-ondes et elle pose son portable. Répétition du même, retour de l'événement. Le major Nidal Malik Hassan, officier psychiatre de confession musulmane et d'origine palestinienne, abat 13 militaires et en blesse 31. La tuerie a lieu dans l'enceinte de la base de Fort Hood, centre destiné à la préparation des soldats en partance pour l'Irak et l'Afghanistan. Obama dénonce un horrible déchaînement de violence. Dieu attend de nous une loyauté totale. Folie meurtrière, les arbres s'assombrissent. Jenna tient fermement la cuisse d'un hardeur qui mange une pizza, sourit s'habille. Vincent Corleone pose sa main sur celle de sa cousine Marie, lui montre comment rouler les gnocchis. Lance Armstrong, qui a accroché sur un mur de son bureau le tableau des Drouchet « Save an Effective Medication », étudie son programme d'entraînement. Angelina arrive dans le lobby du Beverly Hilton Hotel. « Je suis toujours une bad girl », dit-elle en souriant, les cheveux parfaitement brochés, le maquillage discret, les ongles délicatement nacrés. La sensuelle héroïne remercie les journalistes, fait un signe de la main jusqu'au sublime. Elle porte un trench Michael Kors en cachemire gris taupe. Alina copie les strophes du Dormeur du Val dans un générateur de langage SMS. Sourit est photographiée dans un supermarché de Boston habillée en princesse, beauté du monde visible. Johnny Moss, qui veut fuir d'odieux fantômes et une réalité qui n'a plus de sens, mange un double cheese et une grande frite. À Cambrai, dans le nord de la France, on découvre le cadavre d'un homme éviscéré, masculé et nucléé, scalpé. Acte de torture et de barbarie, homicide volontaire, nuit noire.
Et tandis que s'écroulent au ralenti des tours géantes, des barres d'immeubles, des usines de liquéfaction de pétrole, des barrages hydroélectriques, des échangeurs d'autoroutes, des ponts, des digues, des Seines et des tribunes, Jenna, qui vient de jeter sa Newport Menthol dans son verre vide, attrape un sushi sur un plateau qui passe. Soirée d'anniversaire de la pornstar Sophie D à l'Industrie Night Club, les flashs crépitent. Quelqu'un mentionne le nom de Jerry Mandor, testé positif ou HIV, la voix se perd. À quand remonte votre goût immodéré pour le strass, les paillettes, les froufaux et les falbalas, demande un journaliste à Sophie D. L'industrie du X, blottie derrière les collines d'Hollywood, refuse de rendre obligatoire le port du préservatif. Souris s'endort. Depuis quelques semaines, des médecins et associations de parents s'inquiètent des dangers pour l'enfant de porter régulièrement des escarpins et accusent les tomcats. Variation sur des choses minuscules, le projecteur de poursuite se fiche sur Berlin. Acclamée par une foule enthousiaste, la chancelière Angela Merkel, l'ex-leader syndical polonais Lech Walesa et le dernier dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev franchissent dans la bruine et le froid le pont de la Bornholmer Straße. Cet ancien poste frontière, l'un des premiers qui fut ouvert le 9 novembre 1989, est couvert de grandes photos en noir et blanc montrant des scènes de liesse. Le train entre en gare de la Ciotat. Association libre, tous les écrans. Thomas Cruise est né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York. Il a envisagé de devenir prêtre, a renoncé à une carrière de sportif professionnel pour cause de blessure au genou avant de suivre, à l'âge de 18 ans, des cours d'art dramatique. Il a fait sa première apparition au cinéma dans Endless Love, le teen movie de Franco Zeffirelli sorti en 1981, et tourne Wichita avec Cameron Diaz. Épisode dépressif majeur, des mecs fouillent les poubelles des stars. Jenna et Harry se détendent au bord de la piscine d'une villa de Burbank, louée par Pink Visual Productions sur Pacific Avenue. Jenna le supplie de lui régaler la fente. La scène de bourre est suivie d'une belle éjac faciale, du jus dans sa bouche de salope. 5% des 45 500 jours de tournage autorisés chaque année dans la ville de Los Angeles concernent des films classés X. Jenna se lèche les doigts. La caméra, ce n'est pas une certitude, c'est un doute, écrit Jean-Luc Godard. Dans le porno, c'est l'inverse. En France, le site internet Mélorama, filiale de Rentability Web, annonce un lâcher d'argent pour un montant de 100 000 €. 7 000 personnes se regroupent au pied de la Tour Eiffel. L'opération de street marketing est interdite par les autorités. La décision déclenche de violentes scènes d'émeutes. Voyous encagoulés, la terminologie d'usage, les gardes mobiles portent des boots. Cette phrase est la première de Rose Poussière. Le combat fabrique une zone d'échange où les ennemis se fondent, écrit Schull. Leur apparition dans les rues provoque le trouble attrait du monde cruel et désindividualisé qu'il préfigure. Tom lèche une glace au lait d'amande. Jenna, qui n'a pas dormi depuis 32 heures et le sommeil est mort, fume, le peignoir ouvert sur ses seins siliconés. Allongée au soleil, étrangère à sa propre vie, Alina lit une page d'un roman très emblématique qui cristallise les mythes américains. Obama présente sa nouvelle stratégie en Afghanistan. Jenna achète un poisson rouge qu'elle met dans le jacuzzi. Ce n'est ni le jour, ni la nuit. Du rêve de paix et d'amour un jour caressé, il ne reste que des combinaisons, ordre déterminé par le spectacle. Dépendance aux clichés, aux stéréotypes, à la pornographie, aux défilés, aux uniformes, règne hédoniste et abonnement premium. Tom dîne avec Cathy. Il a réservé le premier étage de chez Brico. Il fête le 3e anniversaire de leur mariage. Plongé dans l'or liquide, je vois ton cher visage. Ils ont passé la soirée à se tenir la main, confie Ron Leduc, le manager comblé, au journaliste qui l'interroge. Le monde subit une vague d'attentats violemment xénophobes. Jenna fait un malaise. Alina passe la nuit sur YouPorn et Sam aligne une cible. Celui qui excelle dans l'exercice admirable de la vacuité pose son doigt sur la détente. C'est là une forme d'expérience que l'on peut dire classique. Certains font régner la justice, d'autres éclater la vérité, d'autres encore explorent les ambiguïtés morbides des sociétés contemporaines.
Soudain, il y a un mouvement vertical, un froissement planétaire. Expulsés du néant, les personnages de tous les romans en train de s'écrire se dressent sur les pointes de leurs pieds de fantôme et leurs yeux se posent sur la nuque d'Angelina Jolie, où est tatouée en lettres gothiques la phrase « Know your rights », titre d'une chanson des Clash. Il n'y a qu'un Tom Cruise et il joue à Arsenal, déclare Arsène Wenger, qui compte dans son équipe un homonyme du héros de Top Gun. La cible de Sam Ritchie prend une balle dans la tête, une donnée objective. Le tueur range son fusil de précision M40, quitte le poste de tir d'un pas souple et délié. En contrebas, à une distance de 150 mètres, des êtres nus, obèses, le corps couvert de cendres, le visage dissimulé derrière des masques à l'effigie de Marlon Brando, dansent autour du cadavre. Rythmes tribaux, sons distordus, abrasifs, jungle urbaine, échappées électroniques dégagées de toute contingence mélodique, mouvements de sumo, secousses faisant trembler les chairs, leurs pieds lourds battent le sol. Jaillissement soudain de l'absurde, très excessif, l'asphalte du parking boit le sang du mort. Lance Armstrong veut gagner le Tour de France, une trajectoire dans le chaos. C'est ce qu'il déclare sur CNN, réalité obsessionnelle. Enrique Villamatas, qui vient de donner une conférence, supplie le public de partir et reste seul. Parmi l'infinité de phénomènes qui se produisent autour de lui, sourit, dessine. La NASA annonce avoir découvert d'importantes quantités d'eau gelée sur la Lune. C'est épique et sublime. Cathy et sa fille assistent à une représentation de la comédie musicale Le Roi Lion. La pluie réelle les attend dehors. L'enfant porte une robe en velours rouge et des bottes vertes. Je fixe des vertiges. D'un côté, la beauté, la célébrité, Hollywood, les bouquets frémissants des palmiers, le cube rose de la boutique Paul Smith sur Melrose Avenue, le soleil orange qui se couche au loin et les photos de Jürgen Teller. De l'autre, les ténèbres, la nuit, le vide, la solitude, l'absurde, la mort et les photos de Jürgen Teller. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment envie d'un chardonnay ? Merci.